Je peux faire confiance aux fesses de mon personnage. Tu peux faire confiance aux fesses de ton personnage. Dans le métavers, tu peux te draper dans un costume, tu peux t'inventer dans un lieu, tu peux t'inventer des rapports avec des gens. Ça te permet d'avoir ton imaginaire qui devient matériel. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être infiniment fort, quoi. Le virtuel est une continuité du réel, et surtout pas un compétiteur. Et si l'émancipation sexuelle passait par un corps qui n'existe pas? Dans les limbes numériques des métavers, une nouvelle scène artistique fourmille. Libre, transgressive et cyber-érotique. Derrière leur casque de réalité virtuelle, des performeurs, des performeuses de fantasmes, des explorateurs du désir façonnent des avatars comme de seconde peau. Des corps de pixels qui deviennent outils d'expression, de désir et d'empowerment. Pour comprendre ce théâtre du fantasme digital, je me suis rendue sur VRChat, l'une des premières plateformes sociales en réalité virtuelle. À l'origine pensée comme un espace de socialisation et de jeu, VRChat n'a pas été conçu pour l'exploration érotique. Pourtant, son ADN ultra-libertaire et permissif fait de cette plateforme un laboratoire de l'identité et a fortiori du désir. Mais sans cadre clair, ces espaces de liberté peuvent vite dériver, et les mêmes violences aux rapports de domination qu'ailleurs ressurgissent. Malgré tout, VRChat demeure pour beaucoup un lieu d'exploration dans un cadre souvent ressenti comme sécurisant. Alors, l'avatar permet-il vraiment d'explorer des possibles érotiques inaccessibles dans la réalité ? Je suis partie poser la question à celles et ceux qui font du virtuel un territoire intime, une arène pour le désir dématérialisé. Et là, je mets la fessée. Là, tu mets la fessée, tu peux l'étrangler aussi. On avait vu que ça marchait pas mal. C'est ça qui est immersif. Ouais, c'est immersif. Ouais. Souvent, on pense comme ça, monde virtuel égale aspiration, lobotomisation et déconnexion du réel. Mais nous, dans la pièce, c'est un déploiement en fait du corps de notre personnage qui est en fait avec peu de limites parce qu'elle peut incarner plein d'avatars différents. J'ai retrouvé la danseuse et comédienne Jennifer Gold et l'artiste numérique Antoine Briot. Ensemble, ils écrivent et mettent en scène Toxique, une pièce de théâtre hybride entre performance physique et technologique qui interroge le métavers comme un espace d'expression mais aussi d'aliénation. Là où on veut placer le spectateur, c'est un peu dans une sorte de dynamique un peu de voyeur en fait. Il est là, il est forcé d'être là et en fait il regarde un moment assez court de la vie d'une performeur de fantasmes dans les mondes virtuels. Du coup, il faut que tu fasses un reset. Ouais, dès le début, ça... À quel moment ? Au moment du sol ? Ouais, j'ai pas compris. Bon, on l'a refait, hein. Ouais. Toxique, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Charlie et qui du coup en fait gagne sa vie sur Internet en performant des fantasmes dans un métavers que nous on inspire beaucoup de VRChat. Pour construire la pièce, Jennifer et Antoine se sont immergés pendant des mois dans ce réseau social virtuel. Lancé en 2014 par deux États-Uniens, VRChat est un réseau social pas tout à fait comme les autres. Ici, pas de clavier ni de fenêtre de discussion, on enfile un casque de réalité virtuelle, on active son micro et on plonge dans des maps, c'est-à-dire des univers créés entièrement par la communauté. L'une des particularités de la plateforme, c'est la possibilité de personnaliser son avatar jusqu'à l'extrême. Tu fabriques un personnage qui est en rien ressemblant à la réalité, qui par ailleurs en fait a tous les atouts de l'endroit où on pourrait fantasmer, où un male gaze pourrait être extrêmement fort, c'est-à-dire fabriquer des poitrines énormes, fabriquer des cuisses énormes, fabriquer tous les endroits en fait qui sont ceux habituellement sur lesquels on plaque le désir. Sur scène, Jennifer ne joue pas directement dans VRChat. Avec le développeur Antoine Vanel, ils ont recréé un monde numérique inspiré de ses codes visuels, adaptés aux contraintes du plateau. Grâce à sa combinaison haptique, ses mouvements sont retransmis en temps réel à l'écran. Elle passe d'une vixen à une pelleteuse, incarnant différentes figures hybrides. Ses interactions avec des acteurs ou des bots rejouent des fantasmes parfois issus de VRChat sans jamais croiser de vrais utilisateurs.
La fréquentation des mondes virtuels, ça lui permet de donner un espace protégé pour justement reconquérir son corps. Avant d'incarner un corps numérique, Jennifer maîtrisait déjà les codes du cabaret, de la pole ou du lap dance, des disciplines où le corps est parfois scruté, objectivé. Mais pour elle, ces pratiques sont surtout source d'émancipation. J'ai eu des petits soucis dans ma vie qui font que j'ai été touchée dans mon intégrité physique. Et je crois que développer quelque chose qui est presque surhumain, ça m'a beaucoup aidée. Je trouvais que le fait d'être hyper féminine, de construire une sorte, de personnage dans l'hyperféminité, c'était plus moi. Et en même temps, je réparais des choses qui m'avaient été enlevées. Et en fait, j'ai fait beaucoup ça, de m'hypersexualiser pour me soigner, en gros. En fait, tu te fais une trajectoire à l'aveugle, comme ça, et c'est exactement le truc de la VR où tu peux retrouver des gens qui sont en train de faire un peu n'importe quoi dans leur salon, et en fait, juste pour eux, ça a beaucoup de sens, pour toi, c'est un peu cocasse. Spécialisé dans le vidéomapping, les installations immersives et la création vidéo pour le théâtre, Antoine co-signe la mise en scène tout en coordonnant la technique et les choix esthétiques. En fait, t'es quand même dans un monde qui est complètement chaotique, qui est même potentiellement violent, agressif. Il y a des gens aussi avec des propos racistes. Il y a tout. En fait, on retrouve tout ce qui fait l'humanité malheureusement. Et en fait, ce qu'on a très vite compris aussi, c'est que c'est un autre espace qui permet de créer une communauté, qui permet de créer du care, qui permet à des gens en fait de soulager ou en fait juste de se retrouver dans leur singularité. Et je pense que c'est une très bonne chose. Alors, je me suis plongée moi aussi dans ce réseau social à la rencontre de celles et ceux qui le peuplent. La première chose que l'on me demande quand je me lance, c'est à quoi je veux ressembler, choisir son enveloppe. Ici, l'identité est fluide, fantasmée. Après avoir opté pour cette chasseuse de flammes un peu badass, je retrouve des danseurs et danseuses en club pour les questionner sur leurs usages de la plateforme. Eux dépensent des sommes importantes dans des avatars sur mesure. Moi, j'ai simplement pioché dans la collection gratuite. Rien que le modèle que j'ai sur moi, il m'a coûté pas loin de 900 €. Ça, c'est du bas de gamme. Alors, faut savoir que moi, IRL, par exemple, je ne danse pas du tout, ça ne me plaît pas. Et j'ai découvert à travers VRChat que la danse me plaisait à travers l'incarnation d'un avatar féminin. Moi, ça me permet de me couper de la réalité parce que je ne suis pas le même sur le jeu que dans la réalité. Ce qui fait que du coup, je vais avoir deux côtés différents. VRChat est accessible dès 13 ans et la majorité des espaces sont publics. Mais la plateforme propose aussi des salons privés. Club, love room, hôtel, théoriquement réservés aux adultes. L'accès y est conditionné à l'achat d'un badge certifiant sa majorité. Mais en pratique, beaucoup de mineurs parviennent à contourner ces restrictions. Et là où il y a des mineurs, il peut aussi y avoir des adultes mal intentionnés. Le risque d'abus ou d'emprise existe bel et bien. Malgré la présence de modérateurs, c'est souvent la communauté elle-même qui régule les comportements en signalant ou en excluant les utilisateurs problématiques. C'est le cas d'Elia, danseuse amatrice dans le métavers. Je suis intraitable sur le fait de... Moi, je n'interagis jamais avec des mineurs. Donc ça, c'est hors de question. Elia a découvert VRChat en 2022. Elle y a trouvé un refuge, un espace où elle peut exprimer librement son identité de femme transgenre. Aujourd'hui, elle propose des danses érotiques à d'autres utilisateurs dans des salons privés ou dans des clubs réservés aux adultes. Effectivement, quand je danse, c'est pour donner du plaisir, mais aussi j'en prends. C'est sûr que quand il y a des gens après qui me disent que pendant que j'ai dansé, ils ont ressenti des émotions, que ça leur a fait quelque chose, c'est toujours quelque chose de satisfaisant en soi. Ça me permet de faire des mouvements où justement je vais venir me mettre plus comme ça. Du coup, des fois, il y a un des mouvements qui plaît, qui est comme ça. Et chez elle, Elia a aménagé une pièce spécialement pour ses sessions hebdomadaires, avec un tapis au sol et des poulies au plafond pour éviter de s'emmêler dans les câbles. j'ai aucune visu de ce qui se passe en réalité, donc c'est un coup de te prendre un genou dans la tête. Parce que j'aurais aucun référentiel de ta position. Ok, je m'en vais. Je te vois pas. Elle a répondu à mes questions cagoulées. IRL, dans le monde réel, comme dans le métavers, les personnes queer comme elle restent exposées. Sa passion pour la danse virtuelle et son intérêt pour les furies, ces créatures mi-humaines, mi-animales, sont souvent tournées en dérision. Au début, j'ai commencé à danser vraiment comme ça pour m'amuser dans les maps publiques.
Mais le public n'y était pas trop. Souvent, je me faisais insulter. Pourquoi? Choisir la raison, parce que, parce que je suis trans, parce que j'ai un avatar furie, parce que j'ai 32 piges. Lorsqu'elle ne se connecte pas pour échanger avec ses amis, Elia crée aussi des performances artistiques qui retracent son parcours de transition, comme dans cette pièce où son avatar se transforme peu à peu en véritable guerrière. Le fait de me costumer, tout ça, j'aime bien le faire IRL, mais c'est un coût aussi. Si on fait faire des costumes sur mesure, etc. J'ai pas forcément ces compétences-là. Donc, pour moi, c'était une bonne alternative, la VR, parce que on pouvait justement, en passant un peu de temps et avec un investissement quand même qui est bien moindre, avoir un avatar qui nous correspond. Dans VRChat, les normes esthétiques sont bien présentes, mais elles suivent une autre logique. Les corps ne répondent plus aux mêmes règles, ni à la même gravité. On est clairement dans une esthétique porno inspirée du hentai japonais. Ce qui serait jugé généreux dans la réalité devient à peine banal en ligne. Les curseurs sont poussés à l'extrême, tailles affinées, hanches exagérées, poitrine surdimensionnée. Malheureusement, dans notre société, il y a certains standards de beauté qui sont imposés. Et c'est vrai qu'au début, je jouais beaucoup sur ces attributs, que ce soit des attributs un peu outranciers, donc des poitrines assez généreuses, ce genre de choses. Mais en fait, le fait d'avoir avancé dans mon parcours de transition et que ce soit IRL ou même en VR, je sois genré et traité correctement, au final, j'ai plus besoin de forcément surjouer, de rentrer dans la performance. C'est souvent des corps un peu, des mensurations un peu irréalistes. Moi, j'ai très peu vu de corps gros, par exemple. Peu importe les modèles que tu as sur le métaverse, tu n'es pas gros. Forcément, du coup, les créateurs d'avatars, ils ont capté ce vice. Ce qui fait que ils vont proposer sur le marché beaucoup plus d'avatars de ce style, voire vraiment que ça. Ce qui fait que ça va continuer, c'est un peu une boucle sans fin. Les créateurs et créatrices 3D à l'origine de ces corps extravagants sont souvent des autodidactes. Ils se sont lancés dans la sculpture numérique, comme d'autres dans la chirurgie esthétique. Armés d'outils aussi complexes que Blender ou Unity, des logiciels conçus à la base pour créer des jeux vidéo, ils modélisent des avatars sur mesure sans trop s'encombrer de réalisme. Neko fait partie de ces architectes du corps, spécialiste autoproclamé du genre MILF Mecha Girl. Et coucou! Allez, Donc là, on est chez toi. ça c'est chez moi. Neko maniait déjà le dessin avant de se former seul au logiciel de conception d'avatar. C'est pendant le confinement qu'il s'est lancé dans la vente. Quelques euros pour colorer une jupe, plusieurs centaines pour façonner un corps de toutes pièces. Pendant l'interview, il fait défiler ses avatars préférés, changeant d'apparence au fil de ses réponses. Et donc tout ça, c'est toi qui l'as travaillé sur 2 logiciels principaux. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Donc, tu as le programme principal, tu vas avoir Blender, où tu vas commencer à travailler le corps, tu vas t'amuser à reprendre ton corps, tu vas modifier les parties qui t'intéressent. Unity, c'est plus la partie graphisme, je vais dire tel endroit, je veux que ça soit métallique. Donc, il faut que je fasse une texture spécifique. Tout en ayant justement des artifices, des attributs quand même particulièrement reconnaissables. Alors, attribut particulièrement reconnaissable. Oui, j'ai une paire de boobs, je ressemble vraiment à un robot. Le fait que ça soit un robot, c'est pas obligatoirement un truc sexiste ou quoi que ce soit, ça reste toujours une femme. Robotisée avec des jolies formes, certes, mais après de nos jours, on montre tout avec des jolies formes dans tous les cas. Curieusement, environ 3/4 des utilisateurs de VRChat sont des hommes, et une grande majorité d'entre eux choisissent des avatars féminins, comme des miroirs reflétant leurs fantasmes, et parfois ces miroirs ont de très très grosses poitrines. Mais bon, puisque tout le monde le fait, c'est forcément que c'est pas du tout sexiste. Tu viens en VR pour avoir autre chose que ton corps humain, qui te fera plaisir à toi-même. À force d'immersion, le cerveau finit par confondre réel et virtuel. Neko fait partie des quelques utilisateurs à ressentir des sensations fantômes. Caresses, douleurs, parfois même odeurs, sans qu'il n'y ait de contact réel. On parle de phantom touch, phantom sense ou phantom pain.
tu as beaucoup de personnes qui viennent derrière toi, qui commencent à essayer de te caresser à certains endroits spécifiques de l'anatomie. Et du fait que, bêtement, tu ressens les choses, le défaut, c'est que, justement, tu as aussi la sorte de harcèlement que tu pourrais avoir en tant que femme. Tu es un homme derrière un casque, mais tu te sens quand même aussi un petit peu agressé. C'est quand même des fois un peu limite dans certains cas. Je sais que dans la vraie vie, on peut avoir énormément de problèmes. Mais tu as envie d'être quelque chose d'autre qui ne te rappellera pas ton visage, qui te fera plaisir toi-même. Ma vie personnelle va très mal, on va pas se mentir. J'ai pas envie d'être dans un environnement sombre, noir. Ouais. Et si la VR n'était pas un simple divertissement technologique, mais l'émergence d'un nouveau continent mental? Aujourd'hui encore, elle reste marginale. Les casques sont lourds, les interfaces peu intuitives, les corps toujours encombrés par des câbles, mais tout ça pourrait bientôt disparaître. Demain peut-être, il suffira simplement de lentilles ou d'une puce neuronale pour plonger dans d'autres mondes. Des mondes où le désir, l'amour, le plaisir deviendraient des expériences entièrement programmables. Et si cette quête de monde alternatif, plus permissif, n'était que le symbole d'un monde trop froid, trop normé, où les corps sont régulés et les désirs comprimés? Faut-il y voir une évolution libératrice ou le signal d'un abandon progressif du réel? Que deviendrons-nous si nous ne désirons plus que dans l'ailleurs? Que je voulais rapprocher de ça de la VR comme expérience psychédélique, parce qu'en fait, comme tu viens placer sur tes yeux, tes oreilles et tes mouvements comme des petites prothèses, quoi, en fait, quelque part, ça œuvre presque du même schéma qu'une hallucination. Et du coup, en fait, dans l'hallucination, il y a un endroit en fait qui peut être une rencontre heureuse d'expérimentation de soi-même.